Alors, on va faire un petit tour de table et puis évidemment, vous poserez les questions que vous voudrez ensuite. Je vous présente les personnalités présentes à cette table. Noémie Deville, qui est productrice. Romain Duris, qui est acteur et réalisateur, donc. Michel Hazanavicius, réalisateur, mais qu'on ne voit jamais dans le film. Enfin, je crois pas. Non. Bérénice Bejo, qui est actrice et ancienne actrice, ce qui est un peu étrange, mais voilà. Finnegan Oldfield, qui est acteur et acteur assez pénible, pour connaître. Comédien. Et Mathilde Alous, qui est actrice et actrice qui ne sait pas avoir peur. C'est la première conférence de presse d'un film pour ce 75e Festival de Cannes. Michel, c'est vous qui inaugurez donc ces conférences de presse. Un mot en particulier sur cet anniversaire, ce festival, cette présence? Eh bien, on est hyper content, évidemment. C'est spécial parce que non seulement c'est un chiffre à moitié rond, enfin 75 c'est pas tout à fait rond, mais en tous les cas ça sonne un peu chiffre rond. Mais on sort de pandémie, c'est le premier festival depuis 3 ans qui ressemble au festival, tel qu'on le connaît, et puis les circonstances mondiales, on vit une période quand même totalement, pas absurde, mais c'est anxiogène, etc. Donc oui, venir ici, ouvrir un festival avec un film joyeux, c'est à la fois étrange et c'est un grand honneur, voilà. Bien. C'est bien. Noémie, tout à commencé. J'ai bon. Non, c'est un bon début. Noémie, tout a commencé par vous lorsque vous avez assisté à la projection d'un film japonais à un marché avec Vincent Maraval, le producteur, et que vous avez décidé d'acheter les droits. Et pour quelles raisons? Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez vu ce film? Est-ce que l'idée c'était effectivement d'en faire un remake français? Est-ce que c'était une pulsion comme ça des spectatrices qui a trouvé le film formidable? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit? Ouais, c'était un peu les deux en fait. Quand je suis allée voir le film, c'était vraiment par pur plaisir de spectateur et par curiosité. Et dès que je suis sortie de la projection, la productrice en moi a pris le relais en se disant que ça ferait vraiment un super remake. Et donc, dès la sortie de la projection, j'ai commencé à chercher qui détenait les droits pour les acquérir. Donc voilà, ça a mis quelques mois. Et dès que j'ai su que j'avais ces droits, via Vincent Maraval, on s'est dit que la personne parfaite pour ce projet, c'était Michel Hazanavicius. On les lui a proposé immédiatement. Il a été très rapide à regarder le film original et très rapide et enthousiaste à nous dire oui. Donc voilà, c'est de là que c'est parti. Hasard ou coïncidence, Michel, vous étiez en train d'écrire un film, un scénario sur le cinéma lui-même en train de se fabriquer, sur l'histoire d'un tournage. Exactement. Donc c'est quoi les conjonctions étaient formidablement réunies pour satisfaire ce désir de film dans le film, de jeu de miroir. Mais effectivement, moi je travaillais sur un film, mais avec une structure. Bon, j'étais un peu. Le scénario n'était pas abouti, mais j'avais une histoire et puis des notes. Et c'était le tout début de la pandémie. Et donc voilà. Donc je travaillais. Ça faisait un moment que je voulais travailler sur une comédie de tournage, en compilant un petit peu des anecdotes et des comportements à la limite du dysfonctionnel de ce que j'ai pu voir sur des plateaux de tournage. Et je trouvais ça assez drôle. Et voilà, donc je commençais à travailler là-dessus. Et effectivement, hasard ou coïncidence, on s'est parlé avec Maraval pour complètement autre chose. Et donc il me demande, je lui raconte, il me dit, écoute, trop bizarre, on a un truc. Et voilà, donc j'ai regardé et j'ai adoré. Et j'ai trouvé que la structure... la manière dont cette histoire était conçue, un peu comme un tour de magie, c'était hyper bien, c'était mieux que ce sur quoi je travaillais. Donc voilà, j'ai sauté dessus et j'ai trouvé que c'était vraiment le terrain de jeu dont j'avais envie. Donc voilà. Pour les acteurs, j'imagine que tourner avec Michel, c'est pas rien, mais j'imagine aussi que ce type de scénario est suffisamment original pour avoir envie d'y plonger. Qu'est-ce qui vous a motivé les uns et les autres, Bérénice,
Soyez pas surpris, c'est une question. Merci Eric de me la poser. Allez, vous n'allez pas être déçus de la réponse. Vous n'allez pas être déçus. Écoutez, moi j'ai vu l'original avec Michel et je faisais partie de ces gens qui au bout de 15 minutes ont eu envie d'arrêter de regarder le film. Et quand Michel m'a dit qu'il voulait faire l'adaptation, j'étais un peu surprise. Je me suis dit, mais attends, je vais dire à mes amis, à mon agent, que donc Michel va faire un film de zombies. Enfin, c'était un peu compliqué pour moi. Parfois, j'arrive pas à voir exactement où il va, Michel. Et puis, il finit l'adaptation, puis il me dit, écoute, je suis désolée, mais je crois que cette fois-ci, on va pas travailler ensemble. Je lui fais, ah bon ? La maquilleuse, elle est quand même, elle est sympa, la maquilleuse, non ? Il fait, non, je crois que t'es trop jolie. Je dis, je suis trop jolie ? C'est quoi cet argument de merde ? Et je me suis un peu vexée. Et puis, c'était pendant la pandémie. Je ne sais pas ce qui se passait. J'avais beaucoup de scénarios à lire. J'étais très, très occupée. Et Michel a eu le Covid. Et il était très, très mal. Je me suis très bien occupée de lui. Tous les matins, le petit déjeuner au lit. Tous les midis, le goûter, l'apéro, le dîner, l'aération de la chambre. Vous voyez, toutes ces petites choses-là qui... Et au bout d'une semaine d'agonie, il me dit, mais t'as toujours pas lu mon scénario, est-ce que tu pourrais lire mon scénario, je voudrais l'envoyer à Noémie et à Vincent. Et je lui fais, j'ai trop de choses à faire, j'ai vraiment pas le temps là, tout manière je ne joue pas dedans. Et puis bon, à force d'insister, je me dis allez, ok. Et comme dans le film, je me suis assise sur mon canapé avec mon fils à côté et j'ai commencé à lire et j'ai commencé à rire beaucoup. Et mon fils me disait, mais qu'est-ce que tu lis ? Je dis, c'est le scénario de papa. C'est bien ? Ah ouais, franchement, s'il y a des bons acteurs, ça peut être vraiment bien, quoi. Et du coup, je leur ai, je fais, il veut pas que je joue dedans, mais je vais aller le voir. Donc il était vraiment à l'agonie. Je suis allée le voir dans la chambre, je lui dis, oh là là, ton scénario, il est génial, ton film va être génial, tout le monde va être génial. Et moi, j'ai trop envie d'y être, quoi. Enfin, je te le fais les doigts dans le nez. Ma chérie, si tu veux le faire, fais-le. C'est comme ça que j'ai eu le rôle. Donc, tu vois, Eric, c'était une bonne question pour moi. Je l'ai eu, je l'ai eu à l'usure. Mathilda, j'imagine que c'est pas tout à fait les mêmes circonstances qui vous ont amené à dire oui à ce film. Non, Michel et Bérénice m'ont vu sur Revenge. Bérénice était ma marraine au César. Et j'aime du sang. J'aime les films avec... Oui, là, entre l'un et l'autre, c'est vrai que... Mais c'était pour moi une façon différente de faire un film qui était une comédie et pas un film de genre thriller. Et après, j'ai fait un tape, j'étais en confinement en Italie. Et j'ai vu le film, l'original, et j'étais fan de Michel. Et je suis partie à Paris, j'ai fait un casting avec Bérénice et Finnegan et je me suis très amusée dans le casting. Et je savais du début that I wanted to do it. Vous voulez le faire. Ouais. Elle a fait une tape, Mathilda, qui est absolument extraordinaire. Enfin, il n'y avait plus personne de possible. Elle était magnifique. Vraiment, et c'est pas facile de faire des tapes. T'es tout seul chez toi et... J'étais en confinement avec mon fils et ma nounou, et c'est elle qui... C'est elle qui t'a filmé. Ah ouais. C'était génial. Romain, on m'a dit que vous avez lu le scénario le soir et dès le lendemain, vous avez appelé Michel. Oui, c'est comme ça avec Michel. Et avec vous, non ? Bon, il arrive que parfois il y ait un peu plus de temps qui se déroule, mais évidemment que j'étais curieux de rencontrer Michel, d'aller voir son intelligence et son humour. Donc j'étais rapide. Je pense que quand il y a quelqu'un qui nous intéresse, on plonge. C'est plus quoi. Michel que le scénario ? C'est plus l'envie de jouer un réalisateur sous les ordres d'un autre réalisateur ? C'était un tout. C'était prendre ma vengeance par rapport à tous les réalisateurs dingues que j'ai croisés. C'était évidemment travailler avec Michel. C'était le scénario que je trouvais hilarant. C'était le film initial japonais qui était hyper charmant, dingue. Et puis ensuite le casting. Franchement, toutes les cases étaient cochées. J'avais pas une raison de ne pas faire ce film. Le salaire, peut-être. Ouais. Le salaire. Le salaire, c'est... Ça va, Noémie ? Bon, ça va se régler ce soir avec la production. Finnegan, pareil, vous aviez envie de jouer un acteur qui énervait tout le monde ? Non, moi ça a été un peu plus long que Romain. Michel a beaucoup insisté. Il m'a appelé.
et insister, voilà, la nuit, etc. Mais, Je le trouvais trop joli quand même, Finnegan. ouais, j'avais ça aussi. J'aimais pas trop son travail. Mais vu que tous les autres projets que j'avais sont Donc là, tombés c'est à l'eau, l'argent qui vous avait fait dire oui, finalement. c'est l'argent, c'est Ouais. ça. Et le projet que je devais faire avec Lars von Trier est tombé à l'eau, du coup, j'ai accepté. Non, plus sérieusement, moi aussi, j'avais bien envie de tourner avec lui. Et puis c'est vrai que tout était dingue, donc ça aurait été stupide de dire non. Non, et puis c'était magnifique. Magnifique expérience, un plan séquence de 30 minutes. En fait, il m'a appelé, il m'a dit tu t'y connais un peu en film de zombies? J'étais genre ouais, alors que c'est faux. Vous savez, quand un réalisateur vous appelle, il faut toujours dire oui à tout. C'est connu ça, le cheval, le portugais, etc. On sait tout faire, tirer à l'arc. Et il m'a dit non, mais je m'en fous, t'as pas spécialement besoin de t'y connaître. Moi, j'y connais rien non plus, on va découvrir ça ensemble. Et donc on a découvert ça ensemble, tous ensemble, comme une belle équipe qu'on était, parce que ouais, il y a beaucoup de répétitions pour ce plan séquence qui commence de 32 minutes. On a répété pendant 5 semaines. On a tourné pendant 3 jours, 5 fois le plan séquence par jour. Enfin, en gros, c'était une aventure exceptionnelle. Et c'est vrai que quand on lisait le scénar, c'était déjà fou. Voilà. Donc Voilà. Justement, avant de passer aux questions du public, ce plan séquence, Michel, vous aviez prévenu tout le monde, c'était dans votre esprit, alors c'est l'original évidemment, mais c'était parce que par rapport aux comédiens, c'est pas forcément non plus un domaine dans lequel ils se sentent forcément à l'aise, ou au contraire, si, ils avaient tous envie de plonger dans ce grand vide. Bah, j'ai pas vraiment fait de questionnaire au départ, mais j'imagine que pour des comédiens, enfin j'imaginais, et ça me l'a confirmé, que pour des comédiens, un plan séquence, c'est le terrain de jeu parfait, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, et pas un plan séquence de 2 minutes, 3 minutes où vous avez un truc. Là, 30 minutes, c'est comme une petite pièce de théâtre, quoi. C'est-à-dire que pour eux, c'est un acte d'une pièce de théâtre. Ils ont les clés du camion, en fait. Et ils étaient 7. S'il y en a un qui foire un truc, c'est tout le monde qui s'arrête. Donc il y a une espèce de pression très. Quand vous faites un plan normal sur un acteur ou 2 acteurs, finalement, la chute est pas. Il n'y a pas de véritable enjeu. On a le droit de se tromper, quoi. Là, plus on avance. Se gourer au bout de 27 minutes de plan séquence, quand il y a eu des cascades, des décapitations, des litres d'hémoglobine, des gens qui ont bien sorti leur réplique, un bon timing, etc., il y a un enjeu spécial pour les acteurs. Donc j'ai toujours imaginé qu'eux, ils allaient se régaler à faire ça, quoi. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et puis 5 semaines de répétition, ça crée un esprit de troupe, où il y a vraiment une espèce de solidarité, un truc assez fusionnel, parce qu'on allait quand même, je vais faire pleurer personne, mais on allait à Bondoufle, qui est une ville, c'est à 50 km de Paris, on allait dans un hippodrome abandonné, dans lequel il y a des chevreuils, des sangliers, il faisait moins 10, elle était en short, Mathilda. Donc pendant 5 semaines, ça crée des conditions où quand on arrive sur le plateau, on est tous rechargés, quoi, gonflés à bloc. Et il y a exactement la même chose de l'autre côté de la caméra. C'est-à-dire que l'opérateur Jonathan Rigbourg a rejoint les répétitions, je sais pas, au bout de 5 jours, un truc comme ça, enfin très rapidement, parce que c'est toute une chorégraphie c'est pas seulement les acteurs, il y a évidemment chaque plan, parce que c'est un plan, mais il est découpé en 250 plans. Moi, j'avais tout storyboardé, ce qui permettait de régler comme ça une chorégraphie. Et puis là-dessus, vous venez régler les cascadeurs, les effets spéciaux, les maquilleurs, les coiffeurs, parce qu'il y a des changements, le son. Donc c'était assez marrant à voir. Juste rapidement, les uns et les autres, les unes et les autres, pardon. Vous confirmez que c'est très singulier, très particulier d'un plan séquence de 32 minutes. Ça donne une façon de jouer différente, une énergie, une trouille de se planter, du coup de planter tout le monde. Il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe à ce moment-là. Je rajoute juste un petit truc. Ce qui était bien, c'est que la règle d'or, c'était on coupe pas la caméra. Et c'est un peu le titre du film. C'est que quoi qu'il se passe, on ne coupe pas. Donc, et puis, les gens qu'on joue sont pas toujours au bon endroit. Donc on avait une petite marge. On pouvait être un peu mauvais quand même des fois. On pouvait assumer un peu ça. On pouvait se planter. Et c'était hyper soulageant en fait. On pouvait y aller, quoi. Il y avait une concentration entre les techniciens et les acteurs qui était assez formidable. Et puis une entraide, quoi. Tout d'un coup, si on voyait qu'un technicien galérait, on savait quand lui dire de passer, si on se plantait.
En fait, on était vraiment tous, les uns, vraiment solidaires des autres, ce que raconte le film, hein, finalement. Donc, ouais, non, puis de jouer 35 minutes au cinéma, ça n'arrive jamais. Donc, le plaisir de jeu, il est incroyable. Et c'est un moment sacré, c'est comme quand on amène un gâteau d'anniversaire avec les bougies, on veut pas qu'elles s'éteignent. Il y a un truc comme ça qui reste pendant 30 minutes, on porte quelque chose de précieux, on se le passe, et il faut pas que ça casse, quoi. Donc ça, évidemment, nous, ça nous met dans un état d'alerte et sur le qui-vive. Et je pense que c'est ça qu'on aime quand on joue. On regarde tout ce qui se passe, quoi. On est encore plus que dans une prise de 10 secondes. Mathilda, pareil, en plus ça commence sur vous, pas sur Finnegan. Moi, ce que j'ai trouvé très exciting was that every time we were doing it, there was something new happening. C'est qu'à chaque prise, il y avait quelque chose de nouveau, du fait de l'énergie de tout le monde, du fait des problèmes techniques rencontrés, notamment des problèmes d'effets spéciaux, des problèmes de maquillage. Ça nous faisait perdre du temps, il fallait trouver des solutions. Et le plus amusant de tout a été de tourner ces 4 journées avec la même prise tous les jours. Et à la fin de la journée, nous étions tous épuisés, mais le résultat était excellent. Et il y avait aussi un truc, c'est que le film accueille plein de générations, enfin au moins 2 générations d'acteurs qui viennent d'horizons très très différents. Et il y a tout un groupe de jeunes actrices qui ont entre 20 et 24 ans. Il y a des acteurs plus capés, qui ont beaucoup plus d'expérience. Il y a des gens qui viennent plutôt de la comédie, des gens qui sont d'un cinéma plus sérieux, d'un cinéma plus indé, etc. Et en fait, il y a une espèce de mayonnaise qui a bien pris, quoi, un truc. Et c'était très touchant de voir la jeune génération venir regarder des acteurs un peu plus expérimentés. Vraiment, je les voyais, ils regardaient comment moi je travaillais, comment les acteurs travaillaient, et c'était assez touchant à voir. Il y a une anecdote que j'ai trouvée très belle. Il y a un jeune acteur qui s'appelle Raphaël Quenard. Et il y a une scène avec Romain et Grégory Gadebois où ils sont assis sur des escaliers, puis Grégory a une scène assez touchante où il parle de sa fille et de son alcoolisme. Et donc, on met en place, on tourne 2-3 prises. Et puis, je change d'axe. Et puis, je voyais le Raphaël Quenard qui était là, il tournait autour, il regardait de loin, comme ça et tout. Donc, je lui dis, on arrive sur des plans serrés. Puis, je lui dis, viens. Il se met derrière le combo. Et puis, moi, j'étais à côté de la caméra. Et je lui dis, prends le combo. Et puis, je lui donne les écouteurs. Et puis, donc la scène est assez touchante. On fait une prise, je dis ok, super et tout. Et je me retourne et Raphaël était en pleurs, hyper touché. Et c'était moi, j'ai trouvé très beau de voir un jeune acteur hyper ému par le travail de 2 acteurs plus expérimentés, quoi. Voilà. Il y a eu ce truc-là sur le film. Formidable acteur d'ailleurs, Raphaël Quenard. Est-ce qu'on passe aux questions dans la pardon, monsieur. Bonjour à tous, ici Marc Garriga de la Radio de la Catalogne. Je pense que c'est très approprié d'ouvrir ce festival, cette édition du Festival de Cannes avec votre film, que c'est un hommage au cinéma, au cinéphile, parce que c'est la première édition après la pandémie, comme Michel a dit, c'est ce qu'on peut dire ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le cinéma est en train de mourir, je ne le crois pas, mais c'est le moment de vindiquer le cinéma et de le vindiquer avec un sourire. Merci. Eh bien, je vous remercie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc je ne sais pas exactement quel sens de question, mais en tous les cas, oui, je pense que le cinéma, il est en train de mourir depuis qu'il est né. En fait, il est dans une crise perpétuelle. Et on a toujours condamné le cinéma. Il va sans aucun doute trouver un équilibre nouveau. On ne le connaît pas. J'espère que cet équilibre ne sera pas trop violent et qu'il laissera la place à une diversité de films et pas uniquement des films, des blockbusters et des films de misère. Oui, en tous les cas, la question se pose. Et c'est bien de faire des films
Des films joyeux, des films qui ont le sourire, c'est-à-dire même dans un monde où on nous raconte quand même qu'on court à la catastrophe à peu près dans tous les compartiments du jeu, bon, bah, c'est bien d'amener de la joie, quoi, et de faire rire. Enfin, en tous les cas, je trouve ça très noble, je suis très heureux de faire ça. Mais je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait saisi la question elle-même. Alors, ma réponse... Elle vient, elle vient. Ouais. Si, c'est plus une remarque qu'une question, mais vous avez très bien répondu. Oui, bonjour Michel, je suis Avner Chavit d'Israël. D'abord, je voulais vous remercier pour le film, parce qu'il est tellement drôle, mais aussi tellement bon. Pour moi, c'est pas juste un film sur la passion pour le cinéma, mais aussi un film sur l'amour entre père et fille. Pour ça, c'est pas seulement un remake d'un film japonais, mais aussi une suite du Prince oublié. Donc, est-ce que vous êtes d'accord et à quel point le film est personnel pour vous? Eh bien, bon, la suite du Prince oublié, je suis pas sûr de vous suivre sur ce truc-là, mais tout d'un coup, il y a une thématique et je suis en train de travailler sur un autre film qui, sans que je m'en rende compte, tourne autour aussi de cette thématique-là. Mais des fois, les films vous échappent, en fait. Des fois, vous croyez que vous travaillez sur quelque chose, et puis en fait, ce qui vous échappe, c'est autre chose. Je suis d'accord avec vous. C'est un film sur plein d'autres choses. C'est un film sur les gens qui font des trucs et quand ils les font ensemble, c'est une belle aventure. C'est un truc sur le fait d'être ensemble. Et effectivement, il y a aussi cette deuxième partie sur l'histoire entre un père et sa fille. Sur le fait de faire un film personnel, j'ai l'impression que tous les films que j'ai faits sont personnels, mais ça aussi c'est personnel. Mais j'ai jamais eu l'impression de faire un film d'un autre ou d'une autre entité. Et que je parte d'un scénario complètement inventé par moi, écrit par moi, ou coécrit, ou que je parte d'un livre ou d'un film, ou en fait peu importe. Le processus est tellement long qu'à un moment donné, vous vous accaparez la manière de raconter. Et en fait, vous le faites vôtre, quoi. Et une fois que vous l'avez bien fait vôtre, vous le partagez. Et vous le partagez en premier lieu avec les acteurs, qui eux aussi amènent leur humanité, leur truc, etc. Mais j'ai toujours eu l'impression de faire des films personnels. Celui-là, bien que ce soit un remake, qui me semble assez fidèle quand même à l'original, qui est un film que j'aime énormément, que je trouve assez miraculeux, eh bien, je le considère comme un film très personnel. Ouais. Question, madame, là-bas. Bonjour, Gabriela Bravo, Culturisart Chili. Je voulais vous poser une question à M. Hazanavicius. Comment avez fait-vous le traitement des ridicules? Parce qu'on voit dans un premier moment un ridicule qui nous fait rire jeune, un peu très malaisant. Et dans une deuxième partie, un ridicule inclusif où tout le monde rigole et on passe un très bon moment. Donc je voudrais savoir si vous avez pensé ça et de quelle façon vous l'avez pensé et mis en scène. Merci. D'abord, j'ai casté des acteurs ridicules. Parce que ça aide beaucoup. En fait, la difficulté, parce que c'est donc, comme vous l'avez compris, un plan séquence de 32 minutes, c'est compliqué à faire. Et normalement, on a tendance à vouloir rajouter des blagues, rajouter des trucs, raccourcir. Enfin, Et là, il fallait absolument préserver l'idée d'un film raté. Et quitte à prendre le risque que les gens soient très mal à l'aise en le regardant, en disant que c'est vraiment mauvais, quoi. Après, je me disais que le fait de travailler avec des acteurs connus donne quand même la puce à l'oreille au spectateur qui se dit ça va quand même pas être ça pendant 1h30. Enfin, ce serait vraiment voilà. Mais effectivement, comme c'est long, 32 minutes, la question se pose vraiment à un moment. On se dit mais ça va être ça carrément, quoi. En fait, on n'est pas dans un petit film de 5 minutes d'introduction. Et par contre, après, j'aime bien cette idée. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de tour de magie. J'aime bien cette idée qu'au début on voit quelque chose. On est forcément mis en tant que spectateur dans une situation de critique et de jugement. On juge et on se dit c'est de la daube. Je suis en train de regarder un navet intersidéral. Et puis l'histoire se raconte autrement. On change de point de vue, de perspective. Et tout d'un coup, on est critique par rapport à son propre jugement. Et en fait, on fait une expérience de bienveillance. Et ça, je trouve, j'aimais beaucoup ça. C'est-à-dire, on se dit mais en fait, qu'est-ce que j'ai été con de critiquer ? En fait, ce qui se passe, c'est génial. Ce que j'ai vu, mais que j'avais pas vu, ils sont sublimes. En fait, ils ont été au bout de leur truc. Ils sont battus, ils sont déchirés. Ils ont réussi à se mettre ensemble. Et
Et donc, c'est comme si le film changeait de niveau, c'est-à-dire qu'il passait d'un côté un peu, parodique, extrêmement formel, mais une parodie ratée, parce qu'il n'y a pas de blague dedans. Enfin, elle n'est pas faite pour faire rire. Et donc, un film raté a un truc avec des vrais personnages qui sont en train de rater le film, certes, mais donc voilà. Donc, c'est ce changement de perspective que je trouvais intéressant, comme trajet de spectateur. Il y avait un petit peu ça, juste pour terminer, il y avait un peu ça dans The Artist, qui était... Les gens venaient le voir en se disant bon, je vais me faire chier comme pas possible. C'est un film muet noir et blanc. Ils avaient l'impression d'aller au musée. Et en fait, petit à petit, ils se laissaient faire et ils oubliaient ce truc-là. Et donc, ils partaient avec un a priori négatif. Et finalement, donc il y a un trajet de spectateur, votre place juste de spectateur, au-delà de l'histoire et tout ça qui change. Et j'aimais bien ce dispositif. Grandezzo Federico, bonjour, agence Chinovel. Vous pouvez me parler, s'il vous plaît, un peu de la structure du film, parce qu'on a des flashbacks et une autre chose sur le thème des zombies. Je voulais savoir pourquoi vous êtes un peu passionné, on peut dire, ou attiré par les zombies, ou si vous n'êtes pas du tout, vous pouvez aussi me dire. Est-ce que c'est le thème central, les zombies? Pourquoi ce thème central, si ça vous passionne, le topic? Alors, je ne suis pas du tout passionné par les zombies, et je ne pense pas que ce soit le thème central. Je pense que c'est un motif c'est un motif du film, mais le thème central, c'est une équipe. Et c'est un type qui est dépassé par les événements et qui court derrière son projet, en fait. Donc je dirais que le thème central, c'est plus une équipe de cinéma et qui se bat et un personnage qui se bat entre une volonté un peu d'intégrité ou d'aller au bout de ce qu'il a mis en place et une réalité un alignement désastreux de planète, quoi. Donc les zombies, d'abord c'est dans le film original. Je me suis posé la question à un moment donné, je m'étais posé la question on est en France, il aurait pu aussi faire une espèce de drame dans une maison, etc. Un film plus caricatural de films français, etc. Et en fait, les zombies, c'est beaucoup plus marrant. Il y a beaucoup plus d'énergie, il y a du sang, des décapitations et tout. Donc c'est beaucoup plus cool, en fait. Et la structure, vous avez vu le film, je peux vous la redire, mais je vais un peu paraphraser. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, vous voyez un film, et puis après, vous repartez en arrière, et vous revenez. Et ça, c'est la deuxième partie, c'est comment on en est arrivé là. Et la troisième, c'est la résolution de la partie 1 plus la partie 2. Donc cette structure a la particularité non seulement de changer de perspective, mais aussi d'avoir une accélération de tempo croissante, puisque la troisième partie vraiment résout et la première et la deuxième dans le même temps, quoi. Donc voilà. Après, c'est une structure qui demande de faire beaucoup confiance aux spectateurs et qui demande aux spectateurs d'être un petit peu patient, c'est-à-dire votre satisfaction sera à la mesure de votre capacité à supporter la peine et la souffrance du début. Monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Gérard Chargé, Cinézoom. Bonjour. Moi, j'ai une question d'abord pour Michel. Dans beaucoup de vos films, vous utilisez des techniques, justement, de l'histoire du cinéma. Donc, on a vu qu'avec même au 1617, vous êtes revenu sur le passé de la pellicule, tout ça. Et là, moi, j'ai l'impression que c'est une leçon de cinéma, parce que vous rendez hommage, justement, à tous ces petits films de série B qui se débrouillent. Est-ce que, justement, vous avez eu dans votre carrière, à un moment donné, une débrouillardise obligatoire? Et puis, j'ai une petite question pour les comédiens. Quelle est l'attitude ou l'aspect de votre personnage qui vous a le plus intéressé à mettre en place? Parce qu'il y a des moments, je pense à Finnegan, où voilà, il y a des choses qu'il fait qui sont ahurissantes et qui sont très très drôles. Donc voilà, je voudrais savoir exactement quel est l'aspect du personnage, si c'est le sens, si c'est les attitudes. Voilà, merci.
Donc c'est la première question pour Michel. Mais je crois que ça, c'est un peu un truc de penser qu'il y a des films bricolés et des films pas bricolés. Je pense que c'est un truc un peu en trompe-l'œil d'un point de vue de spectateur. Mon expérience, c'est que tout est bricolé, en fait. C'est-à-dire, j'ai toujours été dans... Si vous voulez, ce qui compte, c'est ce qu'il y a dans le cadre. Mais si on élargissait, si vous voyez ce qu'il y avait hors champ, vous comprendrez que c'est ultra bricolé. C'est-à-dire que les ventilateurs, ils marchent pas vraiment. Les voitures, elles sont en panne. Il y a rien qui marche, en fait. Et on fait croire que... Donc, vous avez des gars... les tables, elles sont surélevées sur des boîtes en carton. Tout est faux, en fait. Les robes, il peut y avoir du gaffeur dégueulasse derrière. Enfin, donc tout est bricolé. Donc je crois. Alors il y en a qui ont moins d'argent, moins de temps. Il y en a, ça se voit plus. Mais je crois que Kassovitz racontait qu'il était hyper content parce qu'il avait tourné avec Spielberg et il y avait justement un ventilateur qui marchait pas et ça l'avait hyper soulagé parce qu'il disait c'est cool. Même lui. Les ventilateurs qui cassés n'obéissent pas à Spielberg, c'est cool. Mais oui, je crois que tout le monde bricole. Ouais. Et donc les comédiens sur les spécificités de chaque personnage. Moi, c'est vrai que c'est la première fois que je devais jouer un acteur. La relation réalisateur-acteur m'a toujours beaucoup intéressé parce que j'en ai toujours beaucoup côtoyé. On a une relation un peu ambiguë. Enfin, c'est pas ambigu, des fois c'est très simple, des fois ça se passe mal, il y a un truc de... Mais c'est quand même toujours le réalisateur qui a le dernier mot, mine de rien. Je crois que Kubrick, il disait, ouais, mine de rien, on leur donne des ordres, quoi, finalement. Bref, mais... et Michel m'a dit, dès le début, il m'a dit, tu sais, un comédien, sur un plateau, quand il est relou, enfin, quand il est pénible, on dit qu'il est exigeant. Donc j'ai fait mon mieux pour être le plus exigeant possible, pour avoir un bon résultat. Et puis c'est l'histoire de gens qui veulent bien faire. Donc moi, je suis un acteur qui veut être hyper impliqué, qui veut proposer des choses au réalisateur, qui veut amener... et c'est là-dessus on a pu s'amuser. Parce qu'en fait, il est imblairable, enfin, il est assez détestable. Et puis, c'est vraiment un grain de sel dans l'engrenage. En fait, il ralentit la machine. Mais, et j'imagine que pour un réalisateur, ça doit être compliqué. Mais une fois de plus, c'est un mec qui veut bien faire. Mais c'était drôle, il y avait plein de comiques de situation. Et puis, il y avait un peu de vécu, quoi. Vous savez, quand on propose des choses et c'est pas pris, et puis finalement c'est pas dans le montage, il y a des trucs de ah t'as pas gardé ça, bon voilà. Mais elle est belle cette relation en fait. Puis des fois on repense à des trucs qu'on avait avec des réalisateurs, on se dit putain mais ça se trouve je me suis pris la tête en fait. Et puis peut-être que c'était pas une bonne idée que j'avais. Bon voilà bref. Rigoler là-dessus en tout cas, c'était chouette. Bérénice. Romain non parce que moi Romain. je sais pas quoi répondre. Par rapport aux personnes, moi j'aime sa fragilité, ses doutes, parce que je pense que quand on fait ces métiers, on est traversé par tout ça. Je connais pas tant de gars qui sont sûrs d'eux du début à la fin, et j'aime ce mélange donc de fragilité, de doute qui amène de la création et dans quoi il s'embarque. Et là, il accède à un tempérament jusqu'au boutisme, quoi. Il y a une intégrité, comme disait Michel. Il veut aller au bout, il veut quoi qu'il arrive, parce que je pense que c'est ça les films. Parfois il pleut, parfois il y a plein d'emmerdes, il y a du bricolage et il y a plein d'impondérables, de choses qu'on n'avait pas prévues qui se passent, qui peuvent nous dévier de la trajectoire. Mais s'il n'y a pas un gars derrière ou un producteur, mais qui veulent aller jusqu'au bout et qui y croient, quoi que soit le film, hein, même s'il est raté, mais en tout cas aller au bout. Et ça j'aime, ça me touche. J'ai l'impression que c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi, quoi. Moi, je crois que c'est ça aussi que j'aime bien dans mon personnage, c'est son implication finalement. C'est vrai qu'elle est complètement folle et excessive, mais en même temps, elle va au bout, elle essaye de sauver ce film, elle y croit. Donc j'avais les deux, j'avais l'actrice un peu folle et la femme du réalisateur qui veut aider, qui dit que c'est de la merde et qu'il faut faire quelque chose. Donc il y a des choses sur lesquelles moi je me retrouve aussi quand je suis avec Michel et que je suis sur les plateaux, enfin c'est jamais de la merde Michel, mais où on a envie que ce soit bien. Et c'est vrai que moi je suis comme tous mes partenaires, j'ai envie de donner le meilleur au réalisateur, mais parfois donner le meilleur au réalisateur, c'est aussi être contre lui, c'est aussi ne pas d'accord, c'est proposer des choses qui vont pas forcément dans son sens, mais par contre elle y croit, Nadia. Et moi je suis extrêmement touchée par ces acteurs-là qui vraiment ont une conviction. Et c'est ça qui fait, je pense, au final, une vraie rencontre entre un réalisateur et un acteur.
Mathilda. Je n'ai jamais tourné dans une comédie. Il s'agissait pour moi ici de trouver le juste équilibre entre ces différents éléments. J'essayais plutôt de ne pas penser qu'il s'agissait d'une comédie, parce que vraiment j'aurais eu les idées d'autant plus embrouillées. Et je faisais confiance à Michel lorsqu'il me disait de faire ceci ou cela. Et à chaque fois, j'étais certaine qu'il ne s'agissait pas d'une comédie, que ce n'était pas drôle. Et hier, j'ai vu le film pour la première fois, et il y a effectivement des moments comiques auxquels je n'avais pas pensé. Et j'ai pu déceler toutes les personnalités de l'équipe qui se réunissent et voir les différentes parties qui ont été tournées en un seul film était une chose très agréable. J'ai pu constater que le film atteint des sommets, notamment lorsque mon personnage ne s'intéresse plus à ce projet et finalement pense à autre chose. Bonjour, je suis Mise Hayashi pour le journal japonais Hokkaido. Donc, Monsieur Hazanavicius, merci pour le film tout à fait réussi qui conserve le charme du film original japonais. Et donc, ma question, c'est prévu parler de votre choix d'avoir engagé à nouveau une actrice japonaise, Yoshiko Takehara, qui a incarné un rôle de productrice. Merci. Mais Yoshiko Takehara, donc c'est la productrice japonaise, est une actrice parfaitement étonnante, qui a une énergie complètement incroyable. Et en fait, dès qu'elle arrive, elle amène de la fiction, elle amène une dinguerie, à peine on la voit en fait. Et un peu comme Jean-Pascal Zadi, c'est des gens, vous les voyez. Et en fait, il y a un truc, il décale un petit peu, c'est de la réalité augmentée en fait, ces acteurs. Alors pourquoi je l'ai pris? D'abord, j'aimais beaucoup l'idée que le film lui-même rende hommage à l'original que j'étais en train de remaker. Je trouvais ça marrant. D'abord, le scénario s'y prêtait, puisque c'est une mise en abîme, de mise en abîme, de mise en abîme. Donc de rajouter une mise en abîme, finalement, me faisait plutôt marrer. En plus, ça permettait, encore une fois, de rendre hommage au film, que, encore une fois, je trouve qu'il est un film assez miraculeux, la manière dont il a été fait. Et puis, comme je voulais conserver cette histoire de zombies, il n'y en a pas beaucoup des films de zombies en France. Et il fallait aussi trouver un moyen de rendre ça crédible. Pourquoi des gens en France feraient un film de zombies? Et bien, justement, l'idée d'un remake japonais rendait ça un petit peu plausible. Et pourquoi un film aussi débile et une idée aussi débile? Et ben, sortant du cerveau de cette femme, ça a l'air plausible en fait. C'est-à-dire que venant d'elle, on se dit, elle a pu avoir cette idée, quoi, tellement elle a l'air dingue. Et donc voilà. Donc finalement, il y a une question qui ne se pose pas dans le film, qui est de la crédibilité de cette entreprise. Et je pense que c'est grâce à elle. Voilà. Et elle est absolument géniale. Voilà. Monsieur au fond. Bonjour. Corentin Alonso pour Radio Sensation et TV78. Vous parliez, monsieur Hazanavicius, tout à l'heure de Bondoufle. Comment est-ce qu'on choisit un tel lieu de tournage? Quelles étaient les contraintes que vous aviez? Et on sait aussi que la région Île-de-France vous a soutenu à hauteur de 362 000 € pour ce film. Quelles étaient les conditions imposées par la région en échange de ce soutien? Et en quoi ce soutien est-il important pour vous et pour la réalisation de ce film? Merci. Alors, un soutien inconditionnel à Valérie Pécresse pour les élections m'a permis d'avoir de l'argent facile. Non, alors pour ces conditions, je laisserai parler Noémie, la productrice, parce qu'elle voilà. Et pour ce genre de décor, en fait, c'est soit vous avez le coup de bol, soit vous ne l'avez pas. Là, on a eu cette chance de tomber sur ce lieu au deuxième jour de préparation, c'est-à-dire qu'il y avait le directeur de production, Olivier Terry-Lapinet, qui dit « Ah, il y a peut-être un truc qui est très différent de... » Enfin, dans l'original, c'est une usine désaffectée. Là, on est plus côté Romero, c'est-à-dire ça ressemble un peu à un vieux centre commercial abandonné qui aurait été un peu... voilà, c'est en fait un hippodrome. Et en fait, moi, je cherchais un lieu dont, d'abord, qui
esthétiquement colle au film et qui en plus est une espèce de topologie qui me permettait d'avoir les courses, les trucs, les machins, voilà, tout ce dont j'avais besoin, à vos souhaits. Et donc... ah, le rire de Romain. Et quand vous le décrochez, le rire de Romain, c'est cool. Parce il vient toujours quelques secondes après, il y a toujours un truc de... Ouais, non, c'est drôle. Et donc voilà, et qu'est-ce que je vous disais et en plus, il est très pop, ce lieu, donc ça a été vraiment énorme coup de bol. Et maintenant, 362 000 euros, mais qu'est-ce que vous avez fait de cet argent, Noémie? Non, en fait, pour obtenir cette aide, il faut tourner en région Île-de-France et juste soumettre un dossier parce que c'est pas une aide automatique. Et après, donc, il y a un comité qui se réunit et qui l'attribue ou pas. Et nous, elle nous a été attribuée. Mais voilà, mais la condition principale, c'est tourner en région Île-de-France. Monsieur, s'il vous plaît. Hello. I have a question in English. Wonderful acting. Bonjour, une question en anglais. Merveilleux acteur, excellent réalisateur. Une question pour Michel. Dans ce film, il y a beaucoup de comédie, d'horreur et de suspense. Chacun aura son point de vue sur ce film. De votre point de vue de réalisateur, quel est votre point de vue? Alors, mais en fait, moi, je vais vous dire, tout me va. C'est-à-dire, chaque spectateur, finalement, se raconte l'histoire comme il le veut. Il y a effectivement plusieurs aspects. Dans la première partie, la difficulté, c'est de faire un film raté sans que ce soit malgré tout trop pénible pour le spectateur. Donc j'ai essayé de mettre plusieurs types d'intérêts dramatiques. Donc des fois, effectivement, c'est plutôt, ça passe par des choses un peu drôles, en essayant de ne pas faire comme si le personnage de Romain avait voulu faire un film drôle. Il n'a pas voulu faire un film drôle, il a voulu faire un film sérieux. Donc il y avait des vannes que je ne pouvais pas mettre. Que j'ai même pas essayé de mettre. Donc, mais des fois quand même des choses un peu drôles, des fois des choses d'action avec de la musique, du sang, etc. qui réveillent un peu le spectateur. Des fois des choses très intrigantes, des non-scènes avec des gens qui se disent rien, des silences interminables, etc. Mais en me disant, bon, au moins ça va être intriguant, les gens ils vont se dire il y a quelque chose derrière. Et puis l'histoire quand même qui se raconte de cette légende de l'étoile de sang là, que j'ai essayé de rendre. C'est pas tellement qu'elle nous intéresse, mais enfin on voudrait au moins avoir la fin, quoi. Et donc voilà. Et puis pour le reste, ça c'est pour la première partie. Puis pour le reste, oui, j'ai essayé de mélanger plusieurs types de comédies, des comédies très différentes, mais aussi de se faire choper à la fin par une émotion, et en fait deux émotions, mais des choses qui remontent. L'idée était de vraiment beaucoup rire, enfin être intrigué dans un premier temps, ensuite beaucoup rire, et à la fin de se faire attraper par des émotions plutôt inattendues, c'est-à-dire cette équipe qui arrive à devenir une équipe, et ce type qui retrouve un peu de dignité, d'estime de soi dans les yeux de sa fille. Voilà. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Non. Voilà. Vous voyez, c'est lui qui a le dernier mot, toujours. Non, oui, vas-y, bien sûr. Ok, merci. Non, c'est juste pour rajouter un tout petit truc à ce que vient de dire Michel. C'est qu'à aucun moment, il nous a dit, vous savez, dans ce plan séquence qui est bancal de 35 minutes au début, à aucun moment, il nous a dit jouez mal. Non, c'est faites de votre mieux. Et ça donne ça. Donc ça, c'est terrifiant. Mais c'est parce que il a aussi dit le film, il aurait pu être bien, hein, le film de Higurashi. Enfin, le film de Rémi. Merci, de Rémi Bouillon. Il aurait pu être bien s'il n'y avait pas tous ces trucs bien. Bon, voilà. Bon, faut se remettre un peu en question, je crois. Vous avez failli avoir le dernier mot, Finnegan, mais il y a une dernière question. Yeah. Très court, s'il vous plaît. Merci. All right. My name is Ayako Ishizu for Korea, Japan. Une question du Japon. The question for Michel and pour Michel et Bérénice et Romain. The storyline is very faithful to the original. Cette histoire est ancienne au Japon et vous avez vraiment bien collé
Why do you choose that au film d'origine? in new film? Pourquoi avez-vous choisi de coller autant à l'original? Ridiculous. Et Bérénice qui est habillée dans cette scène de façon un peu ridicule. Ridicule, vraiment? It's hilarious. Écoutez, je me suis rendu compte vraiment D'abord, j'avais aucune raison de changer ce qui marchait bien. Donc j'étais je n'avais aucun problème à être fidèle et respectueux de l'original. En revanche, il y a des choses, je me suis dit, c'est vraiment très bien pensé. Notamment, par exemple, si on parle de la chemise Hawaï du personnage de Romain, la chemise Hawaï me permet d'identifier l'acteur qui aurait dû jouer le personnage instantanément. Quand on est en répétition, on sait exactement qui fait quoi. Donc, c'était bien pensé au départ, et ça aurait été une erreur, à mon sens, d'essayer de faire différent juste pour faire différent. De la même manière, alors le costume de Bérénice. En vrai, c'est pas du tout le même. En revanche, il y a ce bandeau, mais ce bandeau, il sert à faire Donc, en fait, les choses sont pensées. Elles sont pensées. Et c'est bien quand quelque chose est pensé, bien pensé. Comme nous avions acheté les droits de remake, j'avais le droit de prendre les bonnes idées de Shinichiro Ueda, et donc je ne me suis pas gratté pour le faire. Eh bien, merci. Michel, vous avez donc le dernier mot, comme disait Finnegan. C'est toujours lui qui a le dernier mot. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci au public. Et bonne journée à tout le monde. Ne montez pas sur le... S'il vous plaît. Sinon, ça s'écroule. Je suis tellement fatiguée. Thank you so much. We love you so much. Marche pas. Tenez, vous venir. Merci. Venir. Merci. Thank you so much. Thank you so much. Enjoy the festival.